Bon, petite vidéo différente de d'habitude ou quoi? On va parler de Shein et de la fast fashion du coup? Tout a commencé depuis que Shein a ouvert son magasin au BHV de Paris, et du coup les gens se sont rappelés qu'il y a des personnes qui achètent des vêtements sur Shein, et les personnes qui achètent sur Shein se sont rappelés que t'avais des personnes qui étaient fondamentalement contre le fait d'acheter des vêtements sur Shein, et du coup ça a relancé le débat de la fast fashion, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et j'ai l'impression que c'est quand même un débat qui revient très régulièrement, au moins une fois par an je dirais, voire plus. Si c'est pas genre un débat en continu dès que quelqu'un parle d'acheter des fringues ou quoi. Donc je me suis dit, j'ai bien envie d'en faire un stream et d'en faire une vidéo où on pourrait un peu mettre tout ça à plat, où on pourrait en parler un peu plus sérieusement, où j'ai envie d'essayer de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a à être dit sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut faire avancer la discussion ou est-ce qu'on est condamné à avoir tout le temps la même discussion en boucle, avec d'un côté les gens qui disent oui mais c'est pas bien et de l'autre les gens qui disent oui mais j'ai pas trop le choix. Idéalement, si je fais bien mon travail, on ressort avec quelques pistes de réflexion et d'action, quoi faire, où aller, etc., etc. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que acheter sur Shein, c'est pas bien. Personne ne nie que ça pollue, que les conditions de travail sont horribles, qu'il y a énormément de problèmes avec Shein, que ça pousse à la surconsommation, etc., etc. Je veux dire, c'est des problèmes dont on est tous au courant, qui encore une fois pour moi ne viennent pas uniquement de Shein, hein. Moi je sais pas si vous vous rappelez, mais des documentaires sur les problèmes avec la fast fashion, moi j'en ai vu plein qui parlaient de plein de marques différentes, des fois qui parlaient juste de la fast fashion de manière générale, des fois qui parlaient spécifiquement de H&M, de Zara, de je sais pas, une autre marque, de Temu, enfin bref. Donc le problème ne vient pas de Shein, et le problème continuera probablement après Shein, ou alors en tout cas Shein continuera de faire perdurer ce problème, parce que clairement Shein n'est pas prêt d'être arrêté tout de suite. La seule différence étant que Shein, bah, c'est la grande marque du moment, enfin c'est le gros site sur lequel tout le monde va parce que c'est le moins cher, et il y a aussi vraiment énormément de gens qui vont sur Shein, enfin genre c'est vraiment extrêmement disproportionné la quantité de fringues que crée Shein par rapport à d'autres sites. Genre Shein a pris tous les problèmes de la fast fashion et a vraiment multiplié ça par 1 million. Donc ça c'est vraiment un truc que personne ne nie, hein, qu'on soit d'accord. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire ah non non, moi je suis sûre que les conditions de travail à Shein sont très bien, ou genre non mais ça va, c'est pas si grave que ça. Au mieux j'ai vu des gens être un peu dans le déni, essayer d'éviter d'y penser. Et voilà quoi, mais moi j'ai jamais vu des gens nier ça. Et du coup, la rupture, elle se passe au niveau de quoi faire en fait, entre les gens qui disent que le seul truc à faire, le seul truc logique à faire, c'est que toi, en tant qu'individu, tu arrêtes de choper sur Shein ou sur d'autres trucs de fast fashion. C'est évident, tu vois, genre tu sais que c'est un problème, tu sais à quel point c'est un problème, tu ne participes pas au problème, point barre. Et de l'autre, bah t'as les gens qui sont en mode bah c'est bien mignon de me dire ça, sauf que je ne sais pas où je suis censée aller, je ne sais pas quel site propose ce que propose Shein pour le même prix que Shein, tout en étant éthique. Et voilà quoi, la réponse simple c'est qu'il y en a pas. Du coup, que faire? Est-ce qu'il faut avoir une approche individualiste, où le problème c'est ta consommation et ce que tu fais, ou est-ce qu'il faut avoir un problème politique, où on se dit les gens qui achètent sur Shein ne sont pas responsables des dégâts que cause Shein, et donc ce n'est pas à eux de gérer ça. Du coup, avant d'aller dans le détail de ce qu'il y a à faire ou des différents problèmes, j'aimerais bien répondre à la remarque plutôt cohérente de se dire pourquoi tu peux pas faire les deux, pourquoi tu peux pas et remarquer qu'il y a un problème politique, et que donc il y a des choses qui ne relèvent pas de toi, que c'est pas de ta faute si Shein existe, et un problème aussi individuel, où toi, en tant qu'individu, si tu sais qu'il y a ce problème, bah tu te dois de pas y participer, en fait. Si t'as une éthique personnelle, si t'as des valeurs, si t'es contre ces problèmes-là, c'est évident que tu devrais, et tu peux pour autant aussi te dire oui mais bon c'est pas moi qui suis derrière tout ça, tu vois. Tu peux et lutter aussi pour qu'il y ait des changements politiques, et lutter pour faire pousser les gens à avoir un changement individuel. Alors oui évidemment que tu peux faire ça, et d'ailleurs moi je pense pas que qu'il faut décourager les gens de faire le moindre changement dans leur vie, qu'il faut absolument jamais parler d'alternatives ou de moyens de faire autrement, ou d'autres endroits où aller consommer, ou d'autres façons de faire. Moi je pense absolument pas que c'est un problème en soi de dire bah il y a telle boutique qui fait des trucs plus éthiques, ou vous pouvez consommer de telle façon, comment trouver des vêtements qui vous plaisent vraiment pour que vous les gardiez, ou comment recoudre ces vêtements, etc. Pousser les gens à faire des changements individuels, moi je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Moi ce que je pense, là où ça devient une mauvaise chose, c'est quand c'est vraiment le but principal en termes de politique, c'est-à-dire que là où tu vas le mettre le plus d'énergie, le plus d'efforts, c'est dans le fait de dire aux gens attention ce que tu fais, et surtout sur un point de vue moralisant quoi, sachant que c'est vraiment souvent le discours de ah mais t'as pas honte d'aller sur Shein alors
alors que c'est pas bien, parce que ça pollue et les gens qui sont exploités, etc., etc. Quand c'est vraiment quelque chose qui revient souvent pour toi, c'est que tu estimes que c'est le combat politique que tu mènes. C'est que tu estimes que ce qui est important, c'est que les gens y fassent un changement politique. Or, voir ça vraiment sous un angle sociétal, c'est se rendre compte que les gens, s'ils font ces choix de vie, s'ils font ces choix individuels, c'est pas parce qu'ils en ont rien à foutre de l'environnement, c'est pas parce qu'ils en ont strictement rien à foutre des conditions de travail des gens qui travaillent ces Chines, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et d'essayer de faire en sorte qu'ils aient le choix de faire autre chose, de faire d'autres choix individuels, ça, c'est voir le problème comme étant politique. Et en fait, tu peux pas faire les deux, parce qu'à un moment, tu fais forcément un choix de qu'est-ce que tu décides qui est le plus important. Est-ce que tu décides que le plus important, c'est de faire en sorte de changer la société profondément, ou est-ce que tu décides que le plus important, c'est de pousser les gens à faire des changements individuels? On va parler des autres solutions, des équivalents, des alternatifs tard, et on va parler pourquoi c'est pas forcément une solution qui est faite pour tout le monde. Mais d'abord, je voulais qu'on regarde la vidéo de Manon Bril, qui date d'il y a 2 ans, sur Vous êtes victime de la mode, même si vous pensez que non. Je me souviens l'avoir vue à l'époque et m'être dit c'est un peu le discours assez classique qu'on entend autour de la fast fashion. Donc voilà, je voulais qu'on regarde la vidéo de Manon Bril parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et parce que je pense, la vidéo elle fait une vingtaine de minutes et je pense qu'on fait un peu le tour de la question sur qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas autour de la question de la fast fashion justement. J'essaierai de répondre un peu à tout ce qu'elle dit dans la vidéo, autant que je peux, et après on essaiera de voir, on parlera je pense notamment, j'ai beaucoup envie de parler des alternatifs du coup à Chine, et voir pourquoi c'est pas une solution qui est pour tout le monde et que en même temps c'est important que ces alternatives existent. Et évidemment, à la toute fin, j'ai un peu envie de parler des vraies solutions politiques du coup qu'on pourrait voir, puisque pour moi, personnellement, c'est un peu l'angle que j'ai envie de prendre. Hello, intéressant le sujet du débat. En plus, on a la vidéo de l'excellente Manon Bril, donc je me régale. Et bah, bienvenue à toi. Effectivement, j'aime beaucoup Manon Bril et j'aime beaucoup cette vidéo, donc je me suis dit c'est une bonne base. En plus, elles sont bien les vidéos de Manon, elles sont divertissantes, etc. Donc let's go. On est tous victimes de la mode, même sans s'en rendre compte. Oui, même si vous pensez que vous en avez rien à taper des dernières tendances et que c'est encore votre mère qui vous habille, pourquoi pas, la mode a un impact négatif sur vous. Voilà pourquoi. Bienvenue dans C'est une autre histoire, je suis Manon Bril, et avant toute chose, c'est quoi la mode ? Pour cette vidéo, je prends notamment appui sur les travaux de l'historienne Audrey Millet, qui a fait plusieurs publications sur le sujet. Vous avez toutes les sources en description comme d'hab. Donc la mode, c'est quoi ? Pour l'historienne Audrey Millet, la mode, c'est le fait d'adopter des styles dans une durée limitée. C'est un marqueur d'identité choisi et ou subi. On va donc faire de... Je sais pas à quel point elle va développer là-dessus, mais notamment sur la question, par exemple, de pourquoi t'as des gens qui ont pas d'autre choix que de s'habiller sur Chine. Faut savoir que la mode, c'est pas juste une question pratique d'habillement, c'est aussi quelque chose où les gens s'en servent notamment pour rentrer dans certains milieux sociaux, pour avoir une certaine présentation, des fois ils en ont besoin, c'est pas juste le côté pratique. Donc juste dire, bah écoute, va prendre des trucs plus éthiques parce que... et ne surconsomme pas la mode, des fois les gens c'est pas juste par plaisir qui surconsomme, tu vois, c'est aussi un besoin de s'exprimer qui passe souvent, rarement par d'autres moyens que la mode. Parce que des marqueurs sociaux qui se voient très vite et très facilement, il y en a pas beaucoup d'autres que juste la mode en fait. Et t'as énormément de gens, notamment, c'est pas pour rien que c'est souvent des gens issus de classes populaires, des communautés queer, des communautés racisées, etc., qui ont énormément été dans l'avant-garde de la mode et qui ont énormément lancé des tendances et des trucs comme ça. C'est parce que c'est un moyen d'expression qui a été très important et c'est un moyen d'inclusion qui a été très important. Et du coup, pour moi, la solution politique, ce serait pas de dire « Ah bah, les gens, ils y peuvent rien, du coup, on fait rien », ce serait de dire comment on fait pour donner aux gens les moyens, en fait, de choisir, de pouvoir acheter bio, de pouvoir avoir une meilleure alimentation et de pouvoir mieux se vêtir. L'histoire culturelle aujourd'hui, mais aussi de l'histoire économique, vu que la production de la mode, c'est un énorme marché. Bref, la mode, c'est un phénomène socio-culturel très intéressant à étudier parce qu'il est révélateur de qui nous sommes et dans quelle société nous vivons. Et pour préciser, on va parler, nous, aujourd'hui, de la mode occidentale, mais qui, à une certaine période, prend une tournure mondiale. On peut en lire les prémices très loin jusqu'à l'Antiquité, et peut-être même avant, c'est juste qu'on a moins de sources. Bon, le textile, ça existe depuis vers moins 2500, moins 3000. Par contre, la mode, à proprement parler avec des tendances, etc., c'est plus tard, au XIVe siècle. Mais déjà dans l'Antiquité, chez les Grecs, les Babyloniens, les Assyriens, on peut trouver le fameux désir de posséder certaines pièces. Donc on peut presque y voir la préhistoire de la mode, si on la considère aussi comme une pratique de démarcation, un marqueur de l'identité ou du rang social. Par exemple, chez les
grecque. Et ça, c'est ce que je parlais un petit peu tout à l'heure. Et typiquement, il y a toujours eu, et c'est encore le cas aujourd'hui, certaines fringues qui correspondent à certaines classes sociales. Et quand tu veux te faire passer pour une classe sociale que tu n'es pas, quoi de plus facile que juste prendre les vêtements de cette dite classe sociale? Comme ça se voit tout de suite. C'est quelque chose qui, normalement, en tissu, n'importe qui peut y avoir accès. Et ça, c'est ultra important pour certaines personnes. La tunique a différentes formes et différents noms pour tous les usages, pour les hommes, pour les femmes, pour les riches, pour les pauvres, etc. Bref, le vêtement comme définition de l'identité, ça existe depuis hyper longtemps. Mais pour qu'on parle de mode au sens les tendances à suivre, etc., il faut attendre un méga coup d'accélérateur, j'ai nommé le capitalisme. La source de tous les problèmes, Et finalement. pas seulement à partir de la révolution industrielle. Non, le capitalisme, il prend ses racines sournoises bien avant. Du Xe siècle à la Renaissance, le commerce textile, qui existait déjà dans l'Antiquité, voit son développement fortement accru, notamment avec le mercantilisme, qui impacte la production des vêtements. On crée des grands centres urbains de production de l'artisanat textile en Europe et on intensifie les échanges avec les foires notamment. Bref, comme le reste de l'économie, celle de la mode se professionnalise. Audrey Millet identifie plus précisément un tournant au XIVe siècle, après la peste noire, qui a décimé la population européenne. L'économie repart encore plus fort et étend le système de production et le capitalisme. Bon, ça c'est pour la production du vêtement, mais pour ce qui est du style à proprement parler, pour l'instant les sociétés sont soumises à des codes vestimentaires très précis. Tu t'habilles selon ton rang social, selon ton métier, ton genre, etc. En revanche, chez les catégories sociales élevées, vont commencer à apparaître les tendances. Et ce, grâce à quoi? À la communication. Avec l'imprimerie et les artistes qui se déplacent de cours en cours en faisant circuler les images. C'est le début de l'influence en fait. On diffuse maintenant de manière beaucoup plus grande des manuels, des gravures de mode, et c'est ainsi que commence le désir, les enfants. L'envie d'acheter ce qu'on voit tourner sur ces images. Et ces tendances, diffusées dans les gravures, elles sont fixées par la cour bien sûr. Notamment par le roi. Beaucoup plus rarement la reine, excepté quelques cas comme Marie-Antoinette. Le roi s'habille, les nobles de la cour l'imitent et les grands bourgeois imitent les nobles, etc. Suivant les règnes, il y en a qui sont très extravagants, d'autres beaucoup plus sobres, mais la cour qui a le plus dicté la mode, c'est celle de Louis XIV. Donc entre 1643 et 1715 et de manière extrêmement sobre. C'est Et faux. du coup, est-ce qu'on pourrait dire que plus la communication s'est accélérée, plus du coup les trends de fashion se sont accélérés aussi? Parce que du coup, après, il y a eu les stars, la télé, les magazines People, et là maintenant, avec les réseaux sociaux où il y a une nouvelle trend toutes les semaines, du coup, ça va ensemble, quoi. Non, c'est vraiment assez la logique. mode de l'opulence et des excès bling bling, du luxe, du luxe, du luxe. Et puis, si on veut imiter les tendances des souverains, il y a aussi une volonté d'individuation. Oui, individuation, donc le fait de se différencier en tant qu'individu, le fait d'être unique en gros, le fait d'avoir des goûts, ce qui crée le paradoxe qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est qu'on veut être tendance tout en étant unique. Donc la mode, c'est à la fois un processus d'imitation, mais aussi de renouvellement permanent, puisque Versailles élabore tout le temps des nouvelles tenues pour montrer qu'ils palpent un max et qu'ils peuvent se le permettre. C'est social mais aussi politique. Et ça génère un méga marché. Louis XIV fait développer l'industrie du luxe en France, celle qui nous caractérise toujours aujourd'hui, pour éviter que les devises ne sortent du territoire. Avec tout ça, on entre dans le XVIIIe siècle avec un certain nombre d'ingrédients de la recette bien en place. Le désir, le message qu'on affiche, à la fois social et politique, mais aussi le goût personnel et surtout le besoin de changer, souvent. Donc, qu'on soit clair que depuis très très longtemps, la mode, c'est pas, enfin, se vêtir, c'est pas juste une question pratique, quoi. C'est vraiment. Et ça, c'est des arguments qui reviennent aussi quand on voit pourquoi des gens se tournent vers les solutions de facilité quand il s'agit de leur consommation. C'est que c'est pas juste, bah non, j'achèterai un nouveau t-shirt quand tous ceux que j'ai seront abîmés et importables. Il y a d'autres motivations derrière. Et sur cette belle bonne base, au 19e siècle arrive l'industrialisation qui va tout accélérer. Pour massifier la mode, qui était encore jusque-là le fait des élites, il faut l'essor de l'industrialisation du textile. Maintenant, on va produire en série et donc beaucoup. Avec bien sûr déjà tous les écueils d'un travail difficile dans de mauvaises conditions pour les classes ouvrières très précaires. Ou les esclaves encore plus précaires, les champs de coton, tout ça, c'est les prémices de la mondialisation puisque par exemple en 1860, 70% du coton produit aux États-Unis est destiné à l'exportation. Donc
Donc on arrive au début du XXe siècle avec un petit combo. Hausse de production, baisse des coûts, injonction à la consommation, le tout qui s'intensifie à chaque progrès technique. Les ateliers sont remplacés par les usines, les nouveaux procédés chimiques modifient les techniques de teinture, etc. Sauf qu'en plus, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont en situation de force et imposent leur modèle culturel. Ils lancent le ready to wear, donc le prêt-à-porter, et comme ils sont bien plus en capacité de produire, ils inondent le marché. Et pareil, ce n'est pas qu'économique, c'est aussi politique. La mode sert le soft power américain, donc l'American way of life, dans un contexte de guerre froide face au bloc communiste. Bref, coucou, c'est les 30 Glorieuses. Vous rajoutez un beau baby-boom d'après-guerre et bam, voilà plein de nouveaux jeunes qui veulent de la modernité, qui veulent des trucs tendances, bref, ils veulent consommer. Oui, c'était l'essor de la consommation de manière générale, c'était pas que les fringues, et il se trouve que les fringues c'est quelque chose qui est particulièrement facile à consommer, là où tu peux pas acheter une nouvelle machine à laver toutes les 2 semaines, tu vois. Ça y est, on est en plein dans la société de consommation. Ça fait réfléchir, hein. Au début, le prêt-à-porter ne fait que copier la haute couture. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais il l'envahit aussi puisque dans les années 60, il développe aussi des lignes avec des grands noms comme Chantal Thomas, ce qui a le double effet de poursuivre la démocratisation de la mode, mais également de faire entrer du prêt-à-porter dans une catégorie plus luxueuse. Le changement majeur de cette seconde moitié du XXe siècle est là, ce n'est plus la haute couture qui fait la mode, mais le prêt-à-porter. Et donc, la consommation, le capitalisme, destiné en premier lieu à un public jeune qui veut consommer. Le tout relayé encore et toujours par les magazines de mode, à la publicité, etc. Voilà, ça y est, on a réuni tous les ingrédients de notre recette moisie. C'est à partir des années 80... Finalement, c'est vraiment juste tout ce qui existait avant qui a pris forme de manière très organique et très logique, hein. La mode est là pour faire une organisation sociale, pour s'exprimer, la consommation de manière générale amplifie, et du coup, la mode s'accélère aussi, quoi. On indique qu'on utilise l'expression fast fashion. Et là, c'est tout simplement l'exacerbation de tout ce qui a été mis en place dans les siècles précédents. Renouveler ultra rapidement les collections, donc les modes, et pousser à consommer en privilégiant la quantité, afin de faire un max de moula. Voilà, donc maintenant vous comprenez mieux quelle est l'évolution historique des luttes. On va dire qu'à partir des 50-60, la consommation a bien changé. Oui, ça s'est accéléré parce que les modes de production ont accéléré et parce que le capitalisme s'est accéléré aussi, tu vois. Genre, si les gens peuvent faire plus de profit en vendant plus, ils vont faire plus. D'ailleurs, c'est ce que fait Shein, tu vois. Genre, Shein fait vraiment une production énorme qui va bien au-delà de toutes les autres marques de fast fashion qui existaient avant. Et du coup, les gens achètent parce qu'il y a un max de trucs à acheter. Mais c'est sûr, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Tu peux pas dire, oh là là, ta grand-mère, elle achetait aussi de la fast fashion, c'est vrai. Mais l'évolution, elle a été logique, quoi. L'usage du vêtement depuis l'Antiquité, qui d'abord indiquait ton identité et qui, petit à petit, a glissé avec l'arrivée du capitalisme, de la massification de la communication, de l'industrialisation, à un objet de pure consommation dans un secteur qui représente un énorme business, et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Et justement, les conséquences pour maintenir des capacités de production de maboules à si bas coût, elles sont celles-ci. Après la guerre froide, les pays dits émergents comme le Mexique, la Chine, la Thaïlande, la Roumanie, le Vietnam, etc. sont devenus des endroits où il fait bon produire pour les marques, vu que les standards sociaux y sont très faibles. Ça, c'est un truc assez important à dire, c'est que avant, en Europe, il y avait une grosse industrie textile, hein, où les conditions de travail, d'ailleurs, étaient pas beaucoup meilleures, hein. Les couturières, c'était des gens qui étaient très peu payés, qui étaient pas beaucoup respectés. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont demandé, en gros, des droits du travail, et du coup, les gens, ils sont partis dans d'autres pays où il y avait pas de droits du travail. Et c'est des pays où il y a pas de droits du travail, pourquoi? C'est des pays qui ont subi la colonisation et qui ont beaucoup moins de ressources. Déjà, moi, je trouve qu'une des solutions politiques, c'est les luttes décoloniales, tu vois, genre. On parlera après de ce qui peut se faire en France en tant que Français. Tu vois, mais déjà, si on s'intéresse à ce problème-là, qu'on est en mode « Oh mon Dieu, mais c'est horrible, les conditions de travail, etc. etc. », faut aussi se rendre compte que c'est en partie dû à la colonisation qui peuvent se permettre d'avoir des pays, des lieux où ça se passe comme ça, tu vois. On va dire que Chine a fait un peu comme Free a cassé les prix, exactement, sauf que là, c'est un truc de production, ça a une échelle de production qui est massive, tu vois. Free il produit de l'électricité, quoi, mais je veux dire, il ne crée pas des trucs matériels physiques, tu sais. Là où Chine a été obligée d'avoir des usines énormes et des personnes qui travaillent à la chaîne bien plus que les autres... Que les autres marques de fast fashion, de fait. Les pays dits du Nord, quant à eux, soutiennent cette demande de production parce qu'ils veulent consommer. Le 2 poids 2 mesures caractéristique de la mondialisation. Et alors qu'on croyait qu'on était déjà au max, avec Internet est arrivé dans les années 2000 la vente en ligne, qui a encore accéléré les délais de production, encore baissé les coûts, et avec la durée de vie des vêtements. Et là, on entre dans l'ultra fast fashion. Donc ça, c'est aujourd'hui, là.
Donc maintenant, c'est bien la merde, vu qu'on est tombé dans une économie ultra prédatrice. Les pays africains à faible revenu et faible protection sociale sont devenus des grands producteurs de textiles, car les multinationales, en grande partie chinoises, y installent une partie de leur production. Le coton, qui vient par exemple du Bénin, est ensuite exporté en Chine pour l'étape suivante de transformation. Puis il repart en Afrique, où le textile est transformé en vêtements, et enfin, il va en Occident pour être vendu. Et bien sûr, cette production consomme un max d'eau. Pour faire un t-shirt en coton, il faut environ 2700 litres d'eau, soit 300 chasses d'eau. Je vous fais pas un dessin de pourquoi c'est une cata en empreinte carbone. Et vous imaginez combien les salaires... Oui, ça même si vous utilisez un coton bio, un t-shirt à 70 euros, dans votre petite boutique locale, c'est pareil, le coton, ça prend une blinde en eau. Donc, pour le coup, c'est pas une question de truc bio qui va changer quoi que ce soit. Les producteurs sont bas si c'est plus rentable de payer autant d'aller-retour aux fringues. Par exemple, H&M a mis ses usines en Éthiopie parce que c'est là qu'il y a les salaires les plus bas du monde pour l'industrie textile, c'est-à-dire 23 $ par mois. Et oui, sur nos fringues de fast fashion, le salaire de l'ouvrier, c'est entre 1% et 3% du prix. Il y a un calcul qui a été fait qui montre que si Nike double les salaires de ses ouvriers, le t-shirt coûterait 5,10 € au lieu de 5 €. Alors les conditions de travail, vous vous en doutez, c'est la cata. Notre société doit se remettre en question pas mal sur pas mal de points. Bah oui, c'est sûr, là on a un point où c'est la merde de partout, mais justement, les luttes politiques, le but des luttes politiques, c'est de se remettre en question et de trouver surtout des solutions, pas juste dire oh là là, c'est pas bien, dis donc, les gens qui sont mal payés là, genre non, tu vois, il y a une raison pour laquelle ces gens sont mal payés et il y a des trucs qui peuvent être faits. Et genre nous, à notre échelle, évidemment, on peut pas faire grand-chose, mais on peut demander, dire OK, bah par exemple, l'État français est en partie responsable, du coup, l'État français rembourse, tu vois? Par exemple. Bon là, c'est vraiment la version ultra accélérée des potentielles solutions, hein, évidemment. Je donne qu'un exemple parmi tant, mais le 24 avril 2013, il y a un atelier de confection, le Rana Plaza, qui fournissait des marques dont Mango, qui s'est effondré au Bangladesh et qui a fait 1127 morts. Et puis, il y a les empoisonnements au travail avec l'ingestion de matières toxiques ou l'utilisation de certaines techniques, notamment quand on fait ce qu'on appelle du sablage, c'est-à-dire qu'on jette du sable de quartz sur des jeans pour avoir l'effet usé. Mais le pire du pire, c'est les grandes marques de vente en ligne, notamment le pire des démons de la surproduction dans des conditions catastrophiques, c'est Shein. Shein, c'est plus de 6000 nouvelles références par jour pour un panier moyen à 12 $. Donc vous imaginez les conditions de production. Sans compter le fait que pour produire autant de designs par jour, il plagie absolument toutes les autres enseignes. Bref, tout ça, c'est que quelques exemples de comment l'industrie de la mode, c'est la merde et ça fout déjà la gerbe. Mais c'est pas la première fois que vous entendez ça, bien sûr. Mais notre cerveau, ce gros connard, il est très très fort pour faire la, c'est loin de moi. C'est pas qu'il fait la, tu vois, genre, moi c'est vrai, elle a raison sur le fait que y a plein de marques qui faisaient ça avant, c'est pas la première fois qu'on entend ça, tout le monde est au courant des gros problèmes à tel point que t'as même pas besoin de dire pourquoi acheter sur Chine c'est pas bien, tout le monde sait déjà pourquoi c'est le cas. Les gens, s'ils se mettent des œillères et qu'ils se bouchent les oreilles, c'est qu'ils ont pas trop le choix, tu vois, c'est qu'ils sont en mode bah ok, c'est cool, c'est bien, mais je suis censé faire quoi? Je suis censé aller où? Je suis censé acheter où? Et d'ailleurs, les gens, quand on leur dit ça, enfin quand ils disent ça, bah de fait, on n'a pas des réponses très satisfaisantes. La plupart des gens, on leur dit bah va en fripe, en gros, la solution c'est la fripe, la seconde main, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que de toute façon on va aborder le sujet. Ça me concerne pas. C'est ce qu'on appelle la loi du mort kilomètre. Eh oui, c'est son mécanisme de protection. Mais ok mon pote, on va s'occuper de ton cul. En plus de toutes les choses... Est-ce que le problème, c'est que les gens qui sont dans des mauvaises conditions, ils sont loin, tu vois? Moi, je pense pas. On ferme les yeux. Mais c'est pas tant qu'on ferme les yeux, hein. Je veux dire, moi, je suis sûre que ce serait fait ici en France. Je veux dire, t'as bien des usines textiles qui sont en Europe de l'Est, par exemple, qui sont en Roumanie ou dans des pays comme ça. C'est pas si loin et c'est même pas une question de racisme, ils sont blancs, tu vois? Et pourtant, on ferme quand même les yeux. C'est pas vraiment les gens, t'as des gens qui vont se dire non, mais moi je m'en bats les couilles que t'as des enfants qui crèvent dans ces usines. Ok, t'as des gens qui vont dire ça, mais la plupart des gens ils disent pas ça. Ils sont là, bah oui, évidemment, c'est horrible. Mais je suis censé faire quoi? Je suis censé aller où? C'est ça qu'ils disent les gens, tu vois. Les personnes ignorent parce qu'on leur dit pas comment lutter contre ça efficacement en prenant en compte leurs conditions de vie. Voilà. On leur donne pas de vraies alternatives. Les alternatives qu'on leur donne, souvent, c'est des trucs assez superficiels qui ne leur conviennent pas. Et du coup, ils sont en mode bah. Je peux rien y faire, du coup j'ignore. Horrible que je viens d'énumérer, cette industrie a des conséquences directes sur nous, même ici, bien au chaud, loin des catastrophes. Ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez, mais c'est pas une question de voir plus loin que le bout de leur nez. T'as énormément de personnes qui sont très sensibles à ce sujet-là.
Mais tu veux y faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Qu'est-ce qui est faisable là, physiquement, toi, en tant que personne, pour maintenant arrêter les conditions de travail horribles de ces gens dans ces usines-là? Évidemment, il y a des gens, ils préfèrent se fermer les yeux et être égoïstes, hein. Il y en a effectivement qui sont en mode: «Moi je m'en fous», ou qui ont un peu ce côté très, nihiliste de: «Eh vas-y, il y a tellement de trucs horribles qui se passent partout tout le temps, je vais pas penser à chaque truc», et qui du coup sont en mode finissent par avoir un mode de vie très égoïste. Mais la plupart des gens, ce n'est pas le cas. La plupart des gens, ils sont là: «Bah oui, c'est horrible, mais moi j'ai pas les moyens d'acheter ailleurs en fait, donc Humaines, donc je les donne pour peut-être péter les barrières de notre déni concernant l'industrie de la mode. D'abord, cette industrie, elle joue sur notre mal-être psychologique. C'est de l'industrie de la mode que vient la saisonnalité, donc le fait de renouveler les collections pour un vêtement, mais aussi pour un objet, téléphone, un ordi, etc. Le fait de vouloir avoir le dernier truc qui vient de sortir. Voilà, du coup, chez nous, ça crée un désir permanent qui fait de nous d'éternels frustrés malheureux. Dans le mal-être psychologique, on compte aussi les canons de beauté que dicte la mode et qui sont pour quasi tout le monde inatteignables, mais pourtant présentés comme la norme. Les étudiants en école de mode apprennent même à dessiner avec des mannequins avec des mensurations qui n'existent pas, et les magazines diffusent principalement des modèles qui sont quasiment tous les mêmes, qui sont retouchés et donc ne nous ressemblent pas. Les réseaux sociaux, bien sûr, nous foutent des filtres partout, bref, tout ça nous fait nous sentir moches en permanence, même si je sais, on dit que ça change un peu dans le milieu du mannequinat, etc. Mais oh, les gens de la mode, vous foutez pas de notre gueule, mettre 2 mannequins 38 sur votre défilé, c'est rien en termes de diversité corporelle, vous êtes très très loin du compte. Ensuite, il y a l'arnaque. Et oui, payer très cher un truc de merde, en plus de détruire des gens qui sont loin de nos yeux, c'est aussi se faire bien baiser tout simplement. Et ça vaut pour certaines marques. Exactement, exactement. Pensez, il y a que quand c'est pas cher que c'est mauvais, et que du coup quand c'est cher c'est bien. C'est ne jamais s'être fait scam de ça. Déjà, il y a énormément de marques de luxe qui ont exactement les mêmes problèmes que l'ultra fast fashion là-dessus, elle a donné l'exemple de Nike là-dessus, mais je veux dire, il y a énormément de marques de luxe qui de fait n'ont pas des conditions de travail pour leurs travailleurs qui sont meilleures que Chine ou quoi que ce soit. Et même, je veux dire, aujourd'hui, t'as énormément de personnes qui sont OK, moi je veux bien payer, allez, soyons raisonnables, 100 balles, 200 balles pour un jean. Tu vois, genre 200 balles pour un jean qui est bien fait, de bonne qualité, où les travailleurs sont bien payés, etc. OK, c'est raisonnable, tu vois. Mais comment je sais si le jean à 200 balles que je vais acheter, il a été fait bien, la personne qui l'a cousu a été bien rémunérée, ou s'il y a juste un connard derrière qui dit TKT, le jean il a été bien fait, et qui derrière se fait une marge de 280 balles au lieu d'une marge de 5 balles, quoi, contrairement à la personne sur Chine. En fait, c'est extrêmement dur, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en mode: «Attends, non seulement je dois acheter ailleurs, mais en plus, pour chaque magasin où je vais potentiellement acheter, faut que je vérifie le background et que j'aille même voir, sachant que je sais même pas si les informations que je vais trouver sont fiables, comment ça a été fait, dans quelles conditions, etc.» Les gens, ils sont là, non seulement je paye plus cher, mais en plus ça me rajoute une charge mentale qui est énorme, ou déjà juste la charge monétaire en soi, c'est suffisant pour me décourager, mais en plus le truc de c'est même pas forcément la solution que je pense que c'est, bah t'as beaucoup de gens qui sont en mode: «Bon bah, autant aller sur Chine en fait». Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à sa consommation, mais que si on veut un changement global, il faut réfléchir à comment rendre accessibles ces alternatives aux gens. Exactement. Il y en a, on peut être perdu dans tout ça, exactement, et t'as énormément de gens qui sont perdus, de fait. Et t'as énormément de gens qui sont en mode: «Non mais moi ces débats-là, c'est bon, ça fait des années que je les entends, j'en ai marre, j'achète sur Chine parce que c'est plus facile, c'est plus accessible, y a ma taille, y a mes goûts, y a tout ce qu'il faut, et voilà quoi». Je veux dire que j'achète là ou ailleurs, ça change rien en fait. Et ça, c'est aussi énormément le problème d'une vision individualiste du sujet, où les gens ils sont en mode: «Non, toi, il faut que t'ailles acheter des vêtements éco-friendly ou éthiques ou etc.» Et du coup, t'as des marques qui se disent: «Ah, il y a de l'argent à se faire sur le dos des gens qui veulent avoir une bonne conscience», et qui se disent: «Bah, du coup, je peux facilement faire genre, c'est bio ou c'est éthique, etc.» Et les gens, ils sont prêts à payer pour avoir le sentiment d'avoir fait une bonne chose, de me dire: «Ah bah, moi, quand j'achète mes vêtements, c'est éthique, c'est bien, ça pose pas de problème». Et ça, c'est quand les gens, ils se concentrent sur une politique individualiste à base de: «Toi, il faut que t'achètes mieux», plutôt que de dire: «OK, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour changer, pour faire en sorte que ce ne soit plus comme ça?» Peu importe qui tu es, en fait, que tu sois une personne au SMIC ou un millionnaire, que tu puisses, dans tous les cas, avoir des vêtements de qualité et qui sont faits de manière éthique. Comme toujours, l'argent, le nez de la guerre. Bah oui, s'il y a des gens qui ont de l'argent à se faire sur le fait que t'as des personnes pauvres qui peuvent pas payer un jean plus de 20 balles, t'auras des gens qui feront des jeans à 20 balles. Et si t'as des gens qui peuvent capitaliser sur le fait que des personnes vont acheter un jean à 200 € si on leur dit qu'il est éthique, quand bien même il ne l'est pas, bah ils vont le faire aussi. Donc là, c'est double baise. C'est cher et c'est de la merde.
Il y a aussi la santé bien sûr. Si les gens sont malades là-bas avec les produits, nous on se les fout sur la peau les potes. Perturbateurs endocriniens et potentiels cancérigènes à foison. Les études ont montré leur présence dans nos poumons, nos utérus, yes, sans compter les microparticules de plastique qui se détachent à chaque lavage de nos vêtements vers les océans, vers le ventre des poissons, donc aussi vers le nôtre. Et oui, dernier point, la dégradation de l'environnement. On a évoqué les trajets des vêtements, il y a aussi l'énorme énergie au charbon et gaz que ça comporte de les fabriquer, et tout ce qui est synthétique, c'est du pétrole, etc. On est encore très loin d'être les pays les plus... Évidemment, je sais pas si elle le dit juste après, mais évidemment, tout ce qui finit à la décharge en fait. Les fringues qui sont achetées, il y en a énormément qui derrière sont jetés. Et du coup, ça fait aussi des tonnes et des tonnes de déchets qui polluent tout autant, quoi. Même quand tu fais tes vêtements toi-même, trouver des tissus éthiques, c'est impossible pour avoir connu des costumières, etc. Exactement, c'est très très difficile. Faut vraiment y consacrer un temps, mais fou en fait, hein, pour vraiment être éthique, etc. C'est pas à la portée de tous, hein. Mais maintenant, on peut plus l'ignorer et on sait que ça va être la grosse de mer à l'avenir. Et que ce sera pas juste genre il fait très chaud l'été, mais que ça va comporter beaucoup d'autres problèmes. En dehors des conditions de vie pas possibles, il va y avoir de l'immigration massive de gens qui vont avoir besoin de refuges climatiques. En retour, ça va faire des tensions politiques et des conflits avec l'extrême droite qui va s'en frotter les mains. Bref, cette industrie très polluante, elle tape aussi sur notre éco-anxiété qui pèse de plus en plus lourd. Bon, c'est bien de faire des constats, mais c'est chiant si on donne pas de solution. Combien finit en décharge? Bah surtout, moi je vais dire un truc, hein. Je vais spoiler un peu mon avis sur la seconde main, mais surtout quand t'as un peu l'excuse du au pire, je peux donner mon vêtement, je peux le vendre sur Vinted, ou je peux le donner à la fripe du coin, ou je peux le mettre dans les bennes à vêtements. Quand t'as cette excuse-là qui est disponible en mode ah bah comme ça, en plus, je ferai quelque chose d'éthique, comme ça quelqu'un pourra donner une nouvelle vie à mon vêtement, etc. Je suis désolée de vous dire, la plupart des vêtements qui sont pour aller vers la seconde main finissent à la poubelle comme les autres vêtements en fait. Il y a pas assez de place et les gens n'achètent pas assez de vêtements en seconde main pour que le marché de la seconde main sauve tous les vêtements. Donc en fait, le marché de la seconde main, limite, ça alimente encore plus cette surconsommation, des fois en donnant cet échappatoire faussement éthique aux vêtements. Donc bon. Alors là, avec The Good Goods, on vous a listé les trucs qu'on peut faire pour que ça aille mieux et qu'on soit tous Et là, c'est vraiment le gros problème que j'ai avec la vidéo de Manon, c'est que les listes qu'elle va donner, c'est que des trucs, encore une fois, individuels, auxquels je vais répondre, hein. De toute façon, on verra pourquoi, pour moi, c'est pas des solutions qui sont aussi simples qu'elles n'y paraissent. Même si, évidemment, je le répète une dernière fois, faut être clair sur le fait qu'avoir des alternatives, c'est bien. Et choisir des alternatives, c'est bien. Mais le fait de pouvoir choisir des alternatives, c'est déjà que t'es dans une situation assez privilégiée, tu vois. C'est déjà que t'as le choix et que tu as accès à ces alternatives, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le marché du vêtement de l'occasion sature, oui, oui, bah, surtout depuis qu'il y a Chine. D'ailleurs, je veux dire, les gens qui pensent que l'occasion, c'est ce truc qui permet justement d'éviter de consommer du Chine, alors que tu vas sur Vinted ou dans n'importe quel fripe, tu trouves énormément de vêtements Chine, tu trouves énormément de fast fashion, parce que les vêtements que tu vas trouver dans les fripes ou en seconde main, c'est pas des vêtements qui datent des années 80, 90, contrairement à ce que tu crois, tu vois, genre t'as quelques fripes qui vont faire vraiment une sélection, machin, qui vont coûter plus cher, qui du coup vont être moins accessibles. Mais je veux dire, tout ce qui est les fripes les plus basiques, où tu peux trouver des trucs pour vraiment pas cher, bah c'est beaucoup des trucs récents, et donc bah c'est beaucoup de la fast fashion en fait, où du coup, encore une fois, c'est exactement le même cycle qui s'alimente. Donc la fripe, c'est vraiment donné comme cette solution miracle à la fast fashion, alors qu'en fait, bah c'est deux faces d'une même pièce, hein, c'est les deux qui s'alimentent entre eux. Heureuse et heureux et en bonne santé, tout en kiffant nos fringues. Le vêtement avec vraiment une empreinte zéro, c'est le vêtement qui existe déjà. Si vous pouvez, n'achetez pas du neuf, allez en fripe, chinez avec les potes. Eh ben non, on vient juste de voir ça, à quel point c'est pas aussi simple. Bon, c'est son sponsor, hein, donc je pense que elle peut pas non plus trop aller dans le détail. Mais ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Pourquoi ça pose problème aussi les friperies? Faut savoir que les vêtements qui sont en fripe, c'est aussi tous les vêtements qui sont pas tachés ou déchirés ou abîmés ou quoi que ce soit, donc c'est déjà pas la plupart des vêtements. Faut savoir que c'est aussi souvent des vêtements qu'on met plus, quoi. Donc souvent, c'est des vêtements un peu moches, un peu démodés. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, faut faire un énorme tri. Si toi, tu veux physiquement aller en fripe, trouver des vêtements qui te plaisent, ou même sur Vinted, pour avoir acheté des trucs sur Vinted, je sais que c'est énormément de temps à juste fouiller, chercher, trouver le truc qui va déjà de un te plaire, de deux qui va effectivement t'aller,
tu vois, 2-3 que tu vas effectivement pouvoir mettre. Enfin, genre, à chaque fois, tu vas, passer des heures en fripe et tu vas sortir avec peut-être un truc. Alors OK, des fois, tu trouves des perles, hein, des fois, tu trouves des trucs super bien, c'est cool, hein, mais c'est pas la plupart du temps, tu vois? Et tu des gens qui ont pas forcément ce temps et cette énergie à mettre, dans des fripes. Moi, il y a des fringues que j'ai achetées, en vide-grenier, donc alors c'est super, hein, c'est des fringues, je les ai achetées genre 1 €, niveau éthique, c'était super, j'avais aucun problème de conscience, je me suis dit: «Bah, c'est bien», tu vois? Mais c'est des fringues que j'ai jamais mis parce qu'au final ça m'allait pas, tu vois? Parce que sur le coup j'ai pas pu essayer, tu vois? Donc on revient exactement au même problème. Aussi sur Vinted, il y a beaucoup de dropshipping. Exactement, merci, j'avais oublié ce point, merci de le rappeler. Les gens qui font du dropshipping, qui arnaquent sur Vinted, enfin pour beaucoup c'est devenu invivable en fait Vinted. Entre le fait que maintenant tout soit hors de prix sur Vinted, que tu des gens qui aient aucun problème à mettre des vêtements de marque pour plusieurs centaines d'euros ou qui les vendent très, très cher, les gens qui effectivement vont chercher des trucs sur Shein ou sur Temu et vont vendre ça avec une marge de bâtard sur Vinted en te faisant passer ça pour un truc vintage ou je sais pas quoi, c'est infernal. Tu beaucoup de gens qui ne vont plus sur Vinted juste parce que c'est plus devenu un truc qui est pratique et on va en parler un petit peu après, mais effectivement, si tu fais au-dessus du 44, bah, c'est extrêmement difficile de trouver des trucs qui te vont. Moi, en fripe, j'ai dû trouver, je pense, au total 3 bas. J'ai dû trouver, genre 2 pantalons et une jupe qui m'allait. Je fais du 40-42, donc c'est même en dessous de la moyenne, il me semble. Je crois que la moyenne, c'est 44 et pourtant, je veux dire, c'est à chaque fois que je tombe sur des pantalons, c'est des trucs que je ne peux dans lesquels je ne rentre pas et trouver au-dessus de ça, c'est encore plus difficile et ça concerne beaucoup de gens, tu vois? Ça concerne, plus de la moitié des femmes en France. Du coup, tu peux pas, demander enfin, des femmes, même des hommes, tu vois? Du coup, tu peux pas demander à la personne moyenne de juste, bah, va en fripe. Genre, c'est pas aussi accessible qu'on pense que c'est, hein. Il y a un autre truc, les gens qui habitent à Paris, où t'as des endroits, où t'as des fripes qui sont sympas, où tu peux trouver effectivement des trucs et tout, qui vont aller acheter les trucs dans les fripes où c'est pas cher et qui après vont le revendre sur Vinted en se faisant une marge. Alors bon, c'est déjà un peu plus éthique que d'acheter sur Shein et de faire, du dropshipping, mais ça reste vraiment, prendre des ressources pour se faire de la marge. Les quelques personnes, qui auraient pu acheter ça à Paris et qui auraient pu faire une affaire, ils n'y auront plus accès et les personnes qui ne vivent pas à Paris, leur seul moyen de profiter des quelques bons trucs qu'il y a en fripe parisienne, doivent payer plus cher, tu vois? Et aussi quand tu vends pas cher de la marque sur Vinted, il y a des enculés qui achètent ton truc pour le revendre. Bah oui! Si tu n'as pas énormément d'argent à mettre dans tes fringues, ce qui concerne encore une fois énormément de gens, tu ne peux pas en fait consommer éthique. Et les fripes, et évidemment le dernier truc assez évident à dire sur les fripes, faut habiter quelque part où il y a des bonnes fripes. Moi, les fripes, j'ai pas pu acheter des trucs dedans avant d'aller habiter à Grenoble, où vu que c'est une ville étudiante, où il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de fripes, dont des fripes accessibles, dont des fripes où il y a quand même de temps en temps des trucs sympas. Ici, à Paris, c'est bien, effectivement, t'as plein de fripes, t'as plein de trucs qui sont bien, t'en as des pas chers, t'en as des chers, si tu fouilles, tu finis par trouver des trucs, OK, t'as des trucs sympas. C'est bien, mais pour tous les gens qui habitent pas dans des endroits comme ça, ils font comment, en fait? T'as beaucoup de gens, la seule friperie auquel ils ont accès, c'est l'Emmaüs de leur ville, et s'il y a rien là-bas, bah, il y a rien là-bas, tu vois? Il y a pas un bobo qui va te faire une présélection, qui va te faire un petit machin avec des fringues qui sont bien, qui sont de qualité, et cetera. Ça n'existe pas. Du coup, bah, ces gens-là, bah, qu'ils aillent niquer leur mère, I guess. Et du coup, ils ont Vinted, tu vois? Sauf qu'on déjà, on vient de lister la liste des problèmes sur Vinted et en plus, Vinted, bah, c'est pareil, niveau écologie, c'est pas ouf. Faut faire déplacer le vêtement d'un endroit du monde à l'autre. Bon, c'est en Europe, tu vois? Mais genre, je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'acheter des trucs sur Vinted qui venaient d'un autre pays. Donc je veux dire, niveau écologie, c'est pas forcément mieux. Comme on a dit, il y a énormément de problèmes, c'est pas forcément plus accessible. Les fripes, c'est bien, quand tu vas à l'aveugle, que tu dis: «Peut-être je vais trouver quelque chose, peut-être je vais rien trouver et puis on verra», tu vois? C'est bien quand tu as un style, très basique, si tu veux des trucs un peu originaux, un peu colorés, un peu tendance et cetera, en général, il y a pas de ça. C'est bien quand tu fais une taille ultra accessible, que tu es très mince, ou du coup tu rentres dans quasiment tout. Je veux dire, OK, et c'est bien quand tu vis dans des grandes villes où tu as plein de fripes, où tu as du choix, où tu peux facilement trouver des trucs bien. Genre, OK, mais ne viens pas me faire croire que les fripes, c'est cette solution universelle pour tout le monde, tu vois? Vous pouvez acheter toutes les marques de merde sans culpabiliser. Cela dit, attention, le but, c'est pas de continuer à garder l'habitude de consommer énormément, mais en fripe. Car oui, le truc le plus important auquel on va pas couper et qu'il faut changer dans nos habitudes que ces 20 dernières années de fast fashion ont bien inculqué, c'est consommer moins. Ça aussi, énormément de trucs qu'on te dit beaucoup,
cette grosse injonction. En soi, c'est vrai, pareil, hein, moi je suis pas là pour encourager la surconsommation, je suis pas là pour vous dire oui, acheter 10 tonnes de fringues différentes tous les mois sur Shein, c'est très bien, ou sur Vinted, ou que sais-je, qu'importe, c'est très bien. Évidemment, consommer le moins possible, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi les gens consomment autant? Alors là, effectivement, t'as des personnes qui ont de la thune, qui s'en foutent, qui se disent: «Vas-y, moi, toutes les semaines, je veux des nouvelles fringues, du coup, je m'achète des nouvelles fringues». OK, peut-être que pour eux et en plus, bon, si c'est des personnes qui sont aisées et qui ont de la thune, moi ça me dérange pas de les pointer du doigt et d'un peu de les faire culpabiliser. Je me dis: «Bon, s'il y a bien des personnes qu'on peut culpabiliser, pour le coup, c'est les gens qui ont de la thune», tu vois? En même temps, les gens consomment beaucoup parce que les qualités, c'est de la merde. Alors déjà, les qualités, c'est de la merde. Déjà, effectivement, quand t'achètes des trucs à bas coût parce que tu peux pas te permettre mieux, bah, ça tient moins longtemps, ça se déchire plus facilement. Moi, je vois bien ça avec, les pantalons qu'on a achetés sur Shein. Alors, on les porte beaucoup, 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 mais du coup, on a déjà, dû les emmener chez le recouseur, tu vois? Mais ensuite, il y a un autre problème, c'est que les gens, ils ne savent pas consommer, en fait. Comment tu es censé savoir? Ils ont pas d'éducation à la consommation. Comment tu es censé savoir, quelle forme de vêtements acheter? Quelle matière acheter? Comment faire en sorte de recoudre les vêtements? Comment prendre des vêtements qui sont pratiques par rapport à ton utilisation, par rapport à ta vie de tous les jours. Il y a énormément de choses qui font que les gens comment bien connaître sa taille, tu vois? Genre, le fait que les tailles, elles soient standardisées, mais que d'un magasin à l'autre, ça va pas t'aller pareil, ça pose énormément de problèmes. Comment tu fais? T'achètes une fringue, une fois que ça arrive chez toi, une fois que t'es rentré chez toi parce que t'as pas pu l'étayer, tu te rends compte qu'en fait ça te va pas. Un vêtement à la poubelle. Tu vois, il y a énormément de choses. La surconsommation, ça vient pas de nulle part non plus et il y en a énormément, bah, c'est un truc il y a pas beaucoup d'éducation à la consommation, il y a pas beaucoup d'éducation à comment trouver ton style, comment trouver des trucs qui te plaisent, comment ne pas succomber, à la trend que tu vois sur TikTok, comment savoir si ça te va pour toi, si toi tu vas te sentir à l'aise. Ça, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait choisir d'éduquer les gens. C'est quelque chose où on pourrait avoir des solutions politiques, se dire: «OK, on décide que c'est un sujet important dans la vie de tous les jours parce que ça concerne tout le monde et du coup, on va en parler et du coup, on va faire de l'éducation à ça et du coup, on va choisir une approche qui va pouvoir aider un maximum de personnes». Ce n'est pas le cas. De fait, on laisse les gens se démerder, après on se dit: «Ah bah voilà, tu consommes pas bien, tu surconsommes, ouh là là, tu acheté une fringue, tu le mets même pas, tu pas honte», et c'est toujours pareil. Évidemment, le mieux, c'est de moins consommer. Si tu es bien éduqué sur la consommation de vêtements, naturellement, tu consommes moins, en fait, normalement. Ça va vous rendre plus heureux et plus riche. Pour commencer, on peut se débarrasser assez facilement des achats compulsifs et non nécessaires. Vous savez, quand vous hésitez à prendre le truc au magasin en sachant pas trop si vous allez vraiment le porter, mais c'est pas grave, c'est pas cher, on verra plus tard. Je parle pas du tout pour moi. Ou quand vous avez une petite déprime et que vous allez vous chercher un petit haut pour vous remonter le moral, bah ça marche pas. Ça vous fait plaisir 2 secondes et c'est fini. Vous repensez à nouveau à votre ex. Si vous hésitez dans la boutique, ne prenez pas. Prenez des trucs dont vous avez vraiment besoin et ou vraiment envie, qui sont vraiment votre style, même si c'est dans une boutique de fast fashion parce que voilà, on peut pas toujours être parfait, mais si vous êtes sûr de vous en servir énormément et longtemps, c'est ça qui compte. Bah oui, c'est ça, tu vois, là, c'est important qu'elle le dise. Vaut mieux acheter sur Shein et vraiment porter le truc jusqu'à la mort que, OK, t'es content, tu vas aller en fripe ou quoi, ça va être plus éthique, mais tu vas le porter une fois, au final, ça te plaît pas tant que ça ou ça te va pas tant que ça, et puis nique sa mère, tu vois. Pareil, tu vois, genre ce qu'elle disait plus tôt sur le fait qu'il faut être sûr que ça vous va, il faut être sûr que ça vous plaît. Comment tu fais en sorte que les gens, ils savent ce qui va leur aller, ce qui va leur plaire? Bah pareil, ça c'est un truc, ça s'apprend. Désolée, ça s'apprend. Et les gens qui ont l'habitude de faire du shopping et d'acheter des fringues, ils savent que c'est pas un truc que tu sais du jour au lendemain, c'est un truc, c'est avec l'expérience. Bah tu te foires, t'apprends qu'en fait telle matière t'aimes pas, telle taille ça te va pas, telle forme ça te va pas, etc. Il y a tel truc qui te met pas trop à l'aise, machin. Genre ça te demande vraiment de l'expérience en fait, de savoir bien s'habiller, de savoir bien choisir ses fringues. Pareil, j'use à mort les vêtements que j'ai. Ah non mais c'est effectivement c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je préfère quelqu'un qui a même à 10 tonnes de fringues et met effectivement ces 10 tonnes de fringues plutôt que quelqu'un qui est en mode: «Oh là là, garde-robe minimaliste, c'est quoi? Capsule wardrobe, je n'ai que une seule robe, je n'ai que 2 pantalons». Genre OK, mais si tu changes tous les 2 jours parce que, tu quand même envie d'être stylé, ça elle sert à rien ta capsule wardrobe, tu vois? Genre va niquer ta mère à un moment. Implique de changer la programmation de notre cerveau. Au lieu d'être saoulé de porter un truc depuis trop longtemps et de se dire qu'on devrait se mettre au goût du jour, au contraire, soyons super fiers d'en porter un qui tient depuis hyper longtemps, qui fait notre identité, qui est notre compagnon de vie, notre doudou, qui nous va parfaitement, etc. Je suis d'accord avec elle, mais c'est un peu facile à dire, tu vois? C'est genre,
surtout ne faire absolument rien de toute la pression de la société qui te pousse à surconsommer, à avoir des nouveaux trucs. Dis-toi juste: «Non, I'm not like other girls, moi je porte le même t-shirt depuis 10 ans». Mais oui, déjà tu donnes aux gens d'autres échappatoires, et une autre valeur déjà aux marqueurs sociaux et tu donnes un autre échappatoire que les fringues, les gens ils vont peut-être pas se jeter sur la dernière tendance pour se sentir un peu mieux dans leur peau, tu vois? Tu fais en sorte que les gens ils se sentent mieux dans leur peau pour d'autres raisons. Ils ont peut-être pas besoin, mais ça demande aussi des changements profonds de la société, de comment, on fait en sorte que les gens, bah, c'est un peu bête dit comme ça, mais soient plus heureux, tu vois? On va en parler à la fin, de toute façon, Identité, qui est notre compagnon de vie, notre doudou, qui nous va parfaitement, etc. Donc stop, essayez d'être dans les tendances, essayez plutôt de trouver des choses qui sont vous, qui sont votre identité, et puis mais ça pareil, je suis d'accord avec elle, mais c'est trop facile à dire. Trouver son style, c'est un truc qui prend des années et ça prend des années pour les gens qui mettent du temps et de l'effort dedans, tu vois? Pour les gens qui aiment la mode, qui aiment vraiment s'exprimer à travers la mode et eux-mêmes, ça leur prend des années de trouver un truc qui leur va vraiment correctement, tu vois? Donc quelqu'un qui fait juste ça pour, correspondre aux dernières modes, pour se faire complimenter ou parce que c'est pas forcément un truc qui l'intéresse, mais c'est juste genre: «Ah vas-y, j'aime bien avoir le truc de mon influenceuse préférée», bah, c'est un peu trop facile de dire: «Non mais c'est bon Osef, tu qu'à être, toi-même, t'inquiète», genre, je sais pas, je trouve ça un peu facile à dire, tu vois? si vous achetez moins souvent, ça fera du moment où vous achèterez un moment vraiment important, que vous savourerez, et votre vêtement sera vraiment spécial pour vous, il sera choisi avec soin, etc. Alors pour avoir des vêtements compagnons qui nous suivent longtemps, on peut étirer leur durée de vie en les réparant ou en les faisant évoluer avec vous, en les customisant avec de la broderie, avec de la teinture, de la couture, que sais-je, pour cacher les trous et les taches ou tout simplement les décorer. Pour ça, Et ça, typiquement, on rentre aussi dans un gros problème, politique. Les gens, ils savent pas faire, ils ont pas le temps pour faire ça, ils savent pas comment apprendre, c'est quelque chose la couture, je suis désolée, c'est quelque chose qui est très dur et très long et ça, pareil, je veux dire, c'est totalement un problème politique de se dire: «On ne va rien faire pour apprendre aux gens ce truc qui est essentiel». Apprendre à réparer soi-même les objets, à recoudre soi-même les vêtements, à, customiser soi-même les vêtements, à faire de l'upcycling et cetera et cetera. Si tu vas pas toi-même chercher des tutos sur internet, trouver celui que tu veux, le suivre à la lettre, faire ça chez toi sur ton temps libre et acheter le matos nécessaire pour faire ça, bah, en fait, tu te retrouves comme un con à ne pas pouvoir le faire et bah, bizarrement, la plupart des gens qui sont pauvres n'ont pas le temps de le faire et n'ont pas les moyens de le faire, tu vois? Et du coup, là, tu pourrais totalement dire: «Bah, je veux dire, on met en place des politiques publiques qui offrent des ateliers de couture gratuits, qui offrent des machines à couture gratuits, qui peut-être même emploient des personnes, par la ville ou par la région pour faire des trucs de couture pour que les gens aient pas forcément à payer s'ils peuvent pas». On fait en sorte de mettre dans la vie du quotidien, des accès qui font que les gens vont plus pouvoir se pencher sur la personnalisation et la réparation de leurs vêtements. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, pour le coup, au niveau politique, pour rendre ça beaucoup plus accessible. Tu vois? Que évidemment que ça fait chier de devoir, tège, une fringue juste parce qu'il y a un trou dedans, sauf que pas de bol, c'est vraiment pile au niveau de ton cul, du coup tu le remettras jamais. Et du coup, tu le laisses dans ton placard pendant 3 ans et demi en te disant: «Non mais t'inquiète, je vais le recoudre» et au bout de 3 ans et demi, tu le retrouves, tu dis: «Ah oui, en fait, je l'ai jamais recousu», du coup, tu le jettes, tu vois? Si c'était beaucoup plus facile à faire, les gens, ils le referaient et ça, c'est pas pour rien que les gens, ils ont pas tous les moyens de le faire. Là, c'est même pas une question d'argent, c'est même une question de savoir qui a forcément les moyens, l'envie, l'énergie de se dire: «Là, c'est mon week-end, c'est le seul moment où j'ai du temps libre, où je peux faire ce que je vais le passer à faire de la couture. Bah, si t'aimes coudre, oui, tu vas faire ça, c'est génial, mais si t'aimes pas ça, si c'est vraiment juste ce côté pratique de je veux pas jeter mon vêtement juste parce qu'il est troué, bah, t'as pas forcément envie de le faire et du coup, c'est bien de donner accès à des gens de pouvoir le faire même s'ils ont pas envie, même s'ils ont pas les moyens. À te dire, bah, il y a l'atelier de couture local où tu as des gens qui viennent, ils font ça sur leur temps libre parce que eux ça les passionne, ils peuvent t'apprendre facilement, ils peuvent, prendre ce truc-là pour rendre service et toi, en échange, tu peux leur rendre service, sur autre chose s'ils ont besoin. Cultiver la communauté et avoir des services publics, c'est ça aussi, c'est les trucs pratiques du quotidien. Et ça, c'est pour le coup, c'est des solutions qui sont politiques. Là, qui sait remettre un bouton ou haute couture, moi, si c'est vraiment un petit truc, je peux le faire. Je peux le faire, tu vois? Mais si c'est des gros trucs, je peux pas.
Et si je dois genre vraiment changer la taille de mon pantalon par exemple, je pourrais pas. Si je dois juste remettre un bouton, ce sera mal fait, mais je peux le faire, tu vois? Si je dois juste recoudre un trou. Mais c'est pas tout le monde qui sait le faire en fait, et puis c'est chiant, ça prend du temps. Moi je sais pour avoir recousu certains de mes vêtements, je sais que ça prend du temps et de l'énergie. Donc quelqu'un qui veut pas, il a quoi comme solution? Bah soit il a les moyens d'aller chez la retoucherie, mais du coup c'est de l'argent en plus qui doit être mis dans ses fringues, soit bah, il va le jeter parce qu'il est en mode: «Bah, de toute façon je vais jamais le remettre, c'est mort». Avant pas mal de gens savaient coudre, oui! D'ailleurs il y a aussi les gens qui ont la chance de juste pouvoir appeler leur grand-mère, leur dire: «Hey, est-ce que tu peux refaire mon pantalon?» Moi quand j'étais petite, il y a énormément de fringues, c'est ma mère ou ma grand-mère qui a recousu ça pour qu'on puisse les porter, pour que je puisse reporter les vêtements de genre, de ma grande sœur ou de mon grand frère, tu vois? Genre évidemment, mais tu personne qui sait coudre. Moi ma mamie elle peut plus coudre là, et ma mère désolée elle a pas de ça à foutre que je lui envoie mes pantalons tous les 4 matins pour qu'elle les recouse. Du coup on fait quoi? Bah moi j'aimerais bien, tu vas me dire, bon bah, tu sais, il y a ça par exemple pour des ateliers de vélo. Il y a des endroits, il y a des villes où t'as des ateliers de vélo locaux, ton truc, ton vélo il est cassé, bon tu peux pas forcément l'emmener chez le réparateur, t'as pas forcément les moyens, bah il y a l'atelier local où t'emmènes le vélo et t'as des gens qui sont un peu passionnés de vélo, de réparation, de bricolage, etc. Et on fait ça ensemble et on apprend ensemble et on se prête les outils, etc., etc. Et tout ça, c'est financé par la mairie. Ça existe. Bah, tu peux faire ça pour d'autres trucs, en fait. Tu peux faire ça pour la nourriture, tu peux faire ça pour les vêtements, tu peux faire ça pour le bricolage d'électroménager, tu peux faire ça pour les travaux dans la maison. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques. C'est un savoir qui va disparaître. Non, je pense pas que ça va disparaître parce que t'as toujours. Déjà, c'est un savoir qui est essentiel. C'est-à-dire que t'auras toujours besoin de savoir coudre, t'auras toujours besoin de t'occuper des vêtements parce qu'on va toujours devoir se vêtir. Et surtout, t'as des gens qui sont passionnés par ça en fait. T'as des gens qui aiment sincèrement coudre, qui aiment sincèrement passer du temps là-dessus. Donc je pense pas que ça va disparaître, mais par contre, il faut investir pour que ça se développe et pour que ça se partage. Moi, je pense que ça, c'est important, par contre. C'est même pas un choix politique. Désolée, pour le coup, c'est pas non plus révolutionnaire, parce que, genre, je veux dire, après, moi, j'aimerais bien parler un peu du côté un peu plus, où faudrait vraiment transformer la société profondément, mais genre, ça, on est d'accord, c'est un truc que tu peux implanter dans ta ville, tu vois? Genre, c'est un truc, si t'as des bonnes politiques municipales, tu peux faire ça dans ta commune. C'est bon, OK, ça coûte de l'argent, donc faut être prêt à mettre de l'argent là-dedans. Mais c'est pas non plus un truc où il faut faire la révolution, et tout ça, tu vois? C'est un truc assez raisonnable qui peut être accessible à tous. Je vous conseille la Bible de la réparation de The Good Good ou tout simplement le milliard de tutos que vous trouverez sur internet, évidemment. En plus, vous serez trop fiers parce que ce sera vous qui l'aurez fait, ça vous ressemblera encore plus et sera unique contrairement à ce t-shirt H&M que 3 personnes de votre promo ont. Et puis si vous voulez / pouvez pas le faire, allez chez le petit couturier de votre quartier, vous pourrez aussi bosser les artisans locaux et tout le monde sera gagnant. Pour que ça dure longtemps, ça veut dire aussi qu'il faut plus acheter de la merde. Ok, super, mais comment on sait si c'est de la merde? Déjà, on peut regarder sur l'étiquette où c'est fabriqué et comment, si c'est une matière recyclée, si c'est bio ou pas, si c'est une grande enseigne ou des créateurs, des créatrices. Mais également sur le site de The Good Goods, vous pouvez trouver plein de marques recommandées qui ont été validées pour leur éthique. Vous avez même une carte pour localiser celle près de chez vous. Sinon, oui, c'est plus cher sur le moment d'acheter de la qualité, mais au long terme, vous allez économiser en rachetant moins souvent. Pareil. Pas forcément, en fait. Bon, c'est compliqué, mais encore une fois, ça dépend si t'achètes un truc qui te plaît vraiment, qui est vraiment confortable, que tu utilises vraiment. C'est pas. Les gens qui disent genre oui, c'est pas de la. Alors c'est vrai que c'est de moins bonne qualité en général sur Chine que sur d'autres trucs, tu vois, mais genre je veux dire, t'as des gens qui portent. Moi, il y a des trucs que j'ai achetés sur Chine, je les porte depuis très longtemps, tu vois. Alors, oui, il faut les recoudre. Parce que c'est pas de la meilleure qualité, mais sur le long terme, ça m'a clairement coûté moins cher que certains pantalons à 100 € que je me suis acheté, où je me suis dit: «Bon vas-y, là j'ai investi vraiment dans un truc». Après, ça c'est souvent l'argument pour être en mode: «Oui, tu payes plus cher, mais c'est de la qualité, du coup, en fait, sur le long terme, ça tient mieux». C'est l'argument un peu pour dire: «En fait, en soi, tu perds pas tant d'argent que ça». Bon, soyons honnêtes, si, tu perds de l'argent, c'est juste que l'argent, il est en théorie, il est utilisé à bon escient, il est utilisé pour, payer les travailleurs, pour avoir des trucs de bonne qualité et cetera, qui polluent moins. Et avec l'argent que vous allez récupérer et pas dépenser pour des articles, faites des expériences. Des sorties, des concerts, des voyages, etc. Bref, vivez des trucs parce qu'il a été démontré que les expériences, ça rend plus heureux que... Mais ça va Manon? Ah, elle est partie dans un tunnel là! Faut vivre si vous savez, faut être... Bah, OK, non mais je suis d'accord avec elle, pourquoi pas, mais c'est quoi le rapport avec la fast fashion? Du coup, j'ai pas compris là.
Non mais force à toi Manon, moi je t'aime bien hein. La possession d'objets. Et là, vous arrêterez de penser à votre ex. Voilà, avec tout ça, moins de culpabilité, moins de pollution, moins d'éco-anxiété, moins d'ex, plus d'argent pour autre chose et des vêtements qui nous rendent vraiment heureux. Petit disclaimer toutefois. Je suis pas en train de vous faire la morale, je dis ces conseils autant pour vous que pour moi. Non. Le truc sur aussi les solutions individualistes, donc là ce qu'elle a donné c'est beaucoup des solutions individualistes, cet impératif que genre, tu n'as pas d'excuses pour aller sur Chine puisqu'il y a ces alternatives. Et c'est effectivement ce côté moralisateur qui est souvent prôné pour motiver les gens à changer les pratiques en mode tu es une mauvaise personne parce que tu as cette mauvaise pratique. Et c'est particulièrement cette technique de culpabilisation qui pousse d'autant plus les gens à être dans le déni en fait. Parce que genre les gens ils ont pas envie qu'on leur fasse la morale. Ils ont envie de consommer et de pas avoir à penser au fait que oui de toute façon c'est pas bien, genre on sait, ça fait des années qu'on nous le dit. Et moi je pense que ça peut être même très destructeur tu vois d'avoir cette morale tout le temps. Le seul truc que je fais en termes d'achat éthique dans le neuf et qui me plaît c'est acheter des petits créateurs mais bon le moyen de bord 70 boules j'ai senti passer bah oui moi aussi moi c'est simple hein. Si j'étais riche, y a aucun souci, je n'achèterais que des trucs indés, je n'achèterais que à des petits créateurs qui font ça de manière éthique, qui ont des pantalons qui du coup coûtent 200 balles, 300 balles, machin, etc. Parce que justement, faut payer les travailleurs, faut avoir du bon matos, etc. Moi, y a aucun souci, hein. Si j'avais de quoi mettre... Moi, je parle même pas de genre, bah suffit d'acheter moins. J'achète pas tant de fringues que ça, hein. Genre vraiment, les gens, quand j'achète des trucs indés, de toute façon, clairement, j'achète qu'un seul truc parce que je peux pas me permettre plus. Et j'achète clairement pas plusieurs fois par an. Et même des fringues moins chères, j'achète pas si souvent que ça. Si j'avais la thune pour en acheter ne serait-ce qu'un seul, je le ferais. Que ce soit clair. Je préférais acheter ça qu'acheter du Shein. Mon comportement est pas du tout parfait. J'achète pas que du responsable. Je voyage loin, je prends l'avion, etc. Pas d'hypocrisie de ma part. On est ensemble, ok? Par contre, pendant longtemps, je me disais que je pouvais pas parler de ces sujets vu que j'étais pas parfaite. En fait, je crois que c'était surtout bien confortable de se cacher derrière tout ça et de rien faire du tout. Donc maintenant, je veux... Voilà, mais ça, c'est aussi le... Quand t'as une politique individualiste, à base de il faut que ce soit toi qui aies un bon comportement, c'est sûr que t'as toujours aussi cette excuse de de toute façon, c'est jamais parfait. Et en plus, moi, les gens qui font les woke à base de tu devrais arrêter parce que c'est pas bien, tu peux toujours leur trouver un truc de ah oui, mais bon, t'as un téléphone, donc les mines de cobalt. L'exploitation des enfants en Afrique, voilà, c'est pas mieux. Tu peux toujours en fait trouver un truc qui montre que non, en fait ta consommation elle est pas éthique parce que en fait on vit dans une saucisse, tu vois. Enfin genre ça m'énerve de devoir revenir à ces trucs un peu basiques. Mais un des défauts fondamentaux de cette politique individualiste, c'est que t'auras jamais la solution parfaite parce que de toute façon la solution elle est pas individualiste. Utiliser mes plateformes pour mettre en avant ces sujets et qu'on essaye tous ensemble d'avancer. Donc vous aussi, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas parfait, c'est normal, on vit dans une société capitaliste, donc on accepte ces paradoxes et malgré nos contradictions, on commence à changer au lieu de rien faire du tout sous prétexte qu'on est tétanisé de culpabilité ou que c'est pas à notre échelle que ça va changer quelque chose. Si en fait, le consommateur, il a aussi une responsabilité. Et oui, les marques elles veulent vendre et les politiques ils veulent être élus. Si vous leur montrez que c'est ça qui vous intéresse, de par votre consommation, ils vont suivre. C'est pas juste... Ouais, mais ça fait ce dont on a parlé tout à l'heure, tu vois, si on est en mode « Oh là là, maintenant ça y est, les gens, ils veulent vraiment de l'éco-friendly, ils veulent du responsable, ils veulent du machin, et ils sont prêts à payer plus pour ça », je veux dire, qu'est-ce qui empêche n'importe quelle marque de mettre une étiquette éco-friendly en fait, alors qu'en fait pas du tout, et de vendre le jean 200 balles, tu vois, en étant justifié par le fait que c'est bon, TKT, c'est éthique. C'est ça qui se passe quand tu dis, genre, quand tu dis, ah là là, mais si nous on change notre consommation, les marques elles vont changer aussi. Les marques elles vont juste greenwasher en fait, hein, si tu fais ça, parce que le but ça reste le profit. Et de fait, si tu veux faire quelque chose de vraiment éthique, faut mettre de côté le profit, t'es obligé. Pollution en moins, que votre petit geste va changer, c'est l'opinion publique qui manifeste qui compte. Et l'opinion publique, y a que ça qui pèse sur leur... Mais l'opinion publique, en fait, elle est déjà du côté de l'éthique. En fait, si tu demandes aux gens dans la rue, bonjour, vous préférez que des enfants soient heureux ou est-ce que vous préférez que des enfants soient exploités, esclavagés, à faire des vêtements toute la journée? Tu vas pas tomber sur beaucoup de clampins qui disent, ah, moi je préfère des enfants esclavagés, hein, ouais. Personne ne va dire ça. À un moment, enfin, faut arrêter. L'opinion publique, elle est déjà du côté éthique. Les gens, s'ils ne consomment pas de manière éthique, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Et le but des politiques, c'est de leur donner les moyens. Car oui, en effet, il nous faut des décisions politiques et de manière urgente. Eh bien, allons-y, exprimons-nous, envoyez cette vidéo aux politiques sur les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord, pardon, j'étais en mode, ah, elle va dire des trucs politiques, et en fait non, elle était juste en mode...
Vas-y, faut des trucs politiques, ok. Et que vous voulez des mesures, et vite, c'est bon pour la planète et pour mon référencement. Win-win. Et si vous êtes une personnalité politique qui matez cette vidéo parce qu'on vous l'a envoyée, bah voilà, vous avez le message, sortez-vous les doigts, on a besoin de vous. Et voilà. Bah oui, mais genre, désolé, encore une fois, moi j'ai rien contre Manon, je l'aime beaucoup, hein. Mais avec sa vidéo, ce que ça donne niveau politique, c'est Marine Tondelier, tu vois. Qui dit qu'elle a acheté son jean 200 € et que son jean il est éco-friendly. Bah c'est bien, force à elle, force à toi, force à Manon, force à tout le monde. Écoute, si je peux m'acheter un pantalon à 200 balles éco-friendly, y a aucun souci, je le fais. Donne-moi 200 balles, vas-y, donne-les-moi pour m'acheter un pantalon, je le fais, tu vois. Je ne les ai pas. On dirait qu'elle est payée pour lisser certains points. Je pense juste que comme la plupart des gens, elle ne connaît pas forcément les solutions politiques, parce qu'on ne lui a pas donné. Tout ce qu'on lui a donné, c'est des solutions individuelles, tu vois, à base de bah faut aller en fripe et consommer plus éthique. Mais oui, du coup, les potentielles solutions. Donc bon, on en a parlé pendant tout le long de la vidéo. Quand on parle de solutions politiques, on peut aussi parler... J'ai donné des trucs qui sont plus accessibles, et j'espère que ça a donné un peu aussi envie d'aller vers ces solutions plus accessibles. Mais moi, j'ai aussi un peu envie de parler du fait qu'il faut changer un peu la société, tu vois. Une société qui est beaucoup plus tournée vers la communauté, vers le local, vers le fait de s'entraider entre personnes qui vivent dans la même ville, dans le même quartier, des trucs comme ça, c'est aussi une société où c'est plus facile de mettre en place des solutions comme celles dont j'ai parlé, tu vois, et c'est plus facile si t'es pas dans... On est dans une société qui est très individualisée, ce qui fait qu'on a aussi tendance à se tourner vers des solutions plus individualistes. Parce que les gens, quand ils consomment, ils ont pas l'impression que c'est fait en rapport avec d'autres personnes et d'autres gens, ils ont l'impression de juste être dans leur chambre, de scroller sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, sur le site, de mettre ce qu'ils veulent dans leur panier, ils ont l'impression d'être vraiment détachés du reste, tu vois. Alors que on peut aussi penser à des sociétés où on vit plus ensemble et où du coup la consommation se fait plus ensemble aussi. Et ça, du coup, c'est des solutions qui sont bah, plus profondes, mais vers lesquelles on peut aller en fait. Et ça en tient aussi aux gens de s'investir dans leurs activités locales, dans leur ville, dans ce qu'il y a à proposer, dans les activités publiques. Tout le monde peut avoir accès à ça, tu vois. Et tout le monde aussi peut avoir des demandes auprès des politiques ou auprès des personnes qui s'organisent localement, qui vont vers ce genre de société, qui sont en mode bah moi je veux qu'il y ait un tiers-lieu où on peut faire ça, je veux qu'il y ait un endroit où on peut cultiver des légumes entre nous, je veux qu'il y ait un endroit où on peut réparer le vélo, je veux qu'il y ait un endroit... Et ces lieux-là, ils marchent si les gens y vont. Et les gens y vont s'ils ont quelque chose à y gagner, à y trouver. Et ça demande du coup aux gens de s'investir politiquement, localement et aussi auprès des autres, auprès des uns et des autres. Ça demande aussi d'offrir quelque chose, ça demande aussi de prendre du temps, etc., de l'énergie. Et ça se fera plus sur le long terme, mais c'est quelque chose qui peut être très très efficace. Du coup, moi, il y avait aussi ce tweet là. Elle dit coucou, oui, Chine c'est mal, comme H&M, Zara, Decathlon, etc. Mais vous vous habillez où en fait? Parce que je rentre dans rien, tout coûte à rien, sérieux, où s'habille-t-on qu'on fait pas un truc, qu'on a du ventre et pas 200 € à mettre dans un fut? Bon, je vous avoue que j'ai pas regardé toutes les réponses, mais je peux vous faire un petit résumé. Les gens, globalement, ils disent Frip, Vinted, et bon, comme d'habitude, on a un peu le discours à base de si tu trouves pas de trucs sur Vinted, c'est que tu cherches pas assez, etc., etc. T'as les gens qui parlent d'aller à genre à Kiabi, Pinky, etc., donc d'autres marques de fast fashion en pensant sincèrement que le problème c'est juste Shein et que c'est pas... Il y a quelqu'un là qui dit pourquoi Decathlon c'est mal, qui pense vraiment que le problème c'est juste Shein et qu'il y a pas plein d'autres marques qui font exactement les mêmes pratiques depuis très très longtemps, et globalement, bah tu remarques une impuissance politique en fait, tu remarques que énormément de gens sont en mode bah je ne sais pas en fait, je ne sais pas, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire. Et cette impuissance politique, il faut trouver une solution. Et pour moi, la solution, c'est pas d'avoir la nouvelle boutique Le Miracle qui fera du truc éthique, c'est pas... Pour moi, la solution, elle n'est pas dans les comportements individuels de changer ta consommation, des trucs comme ça. Bon, sur ce, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que ça aura quand même apporté des pistes, j'espère que ça aura aidé les gens, j'espère que ça va faire un peu continuer le débat. Bah, dans le bon sens, et j'aimerais bien qu'on sorte un peu des mêmes trucs tout le temps. Non, puis c'est bien, on a fait... Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question, là. Bah, bisous, à plus. Salut, salut!